Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation de la mission Israël. Donc, je suis Philippe Viexorek de Minalogic. C'est moi qui pilote cette mission parce qu'elle est un peu teintée IA, vous allez le voir dans la suite. Je vais passer, donc la mission se réalise en partenariat avec Business France. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Ariel qui va nous présenter un peu les éléments macro du marché israélien. Et puis ensuite, on reviendra, il y aura d'autres présentations sur la géographie et on aura un petit témoignage de Defacto qui est implanté en Israël depuis quelques années. Et ensuite, Kate conclura en vous présentant les détails de la mission. Donc, ça devrait nous prendre 1 heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prendra les questions dans le chat ou éventuellement à l'oral à l'issue des présentations. Voilà, Ariel, c'est à toi. Bonjour, merci beaucoup Philippe, bonjour à tous. Ravi de vous rejoindre pour cet événement-là. Je suis en charge du département industrie et clean tech au sein du bureau Business France à Tel Aviv. Je remplace pour cette petite présentation notre directrice pays, Aude Guivarch, et en lien avec Delphine Hadjiman et Karen Gordon qui prendront la parole juste après. Je vais vous présenter donc, comme le disait Philippe, quelques éléments macro sur Israël avant que vous ayez par Karen d'abord un panorama de l'investissement dans la tech israélienne et puis une présentation par Delphine du secteur de la tech en Israël qui saura, j'en suis sûr, vous inspirer en vue de la mission à venir. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Jérémy. Donc, quelques éléments sur Israël. Israël est un pays qui est assez petit, qui fait à peu près 2 fois la taille de la région Île-de-France, qui est un pays qui compte aujourd'hui 9 millions d'habitants, qui en comptera le double d'ici 30 ans. Ce qui pose beaucoup de challenges à l'État d'Israël, j'y reviendrai dans un petit instant. C'est une population très urbaine, qui est très dense au niveau de sa région centre, qui concentre 1/3 de la population du pays, et une population très instruite et dont on va dire le centre névralgique économique est Tel Aviv. Alors, je vois que mes collègues ont indiqué notamment des alertes en matière d'environnement et transport urbain et intercité. Alors, sur l'environnement, évidemment, c'est une problématique mondiale et Israël est un peu en retard sur pas mal de sujets par rapport à ça. Sur le transport urbain, c'est clé et j'y reviens parce que notamment, Israël a un gros déficit en matière de transport urbain et ferroviaire, ce qui fait l'objet de beaucoup de projets et de budgets très importants votés par l'État depuis une dizaine d'années où Israël a rejoint les classements de l'OCDE en 2010. Donc, on a des grands projets dans le centre, à Jérusalem, à Haïfa, dans le sud du pays et donc à Tel Aviv, bien sûr, pour créer des tramways, des métros et du train lourd afin de desservir la population qui aujourd'hui est très dépendante encore du véhicule personnel. On est néanmoins sur une économie qui est très occidentalisée. On a des relations bilatérales entre la France et Israël qui sont bonnes. Les exportations françaises en Israël ont grimpé d'ailleurs de 18% en 2021. Aujourd'hui, la France est 12e fournisseur d'Israël, 4e au niveau européen. Et comme je vous le disais, avec des exportations qui ont augmenté l'an passé, qui sont portées notamment par 3 postes que sont l'automobile, les machines et les équipements, et les cosmétiques et parfums, qui sont les premiers postes d'exportation français en Israël. Il y a effectivement également des échanges de services. Il faut savoir qu'Israël, et je pense que ça fera l'objet d'une présentation par la suite, est très exportateur de services qui compte pour la moitié de ses exportations, notamment vers la France. Donc les services et l'export de produits manufacturés par Israël sont à 50-50. Voire un peu plus pour les services aujourd'hui. Et donc, en échange bilatéral entre la France et Israël, ça se reflète également dans ces chiffres-là. Mais en tout cas, on est aujourd'hui fournisseur bien placé du pays. Et on a beaucoup d'interrelations, notamment dans le domaine de l'innovation. Beaucoup d'acteurs qui sont présents ici dans le domaine de l'innovation, comme dans le domaine de la mobilité Renault-Nissan, dans le domaine de l'énergie,
EDF, Énergie Nouvelle, et on a plein d'autres acteurs, Alstom dans le domaine des transports, et je laisserai mes collègues développer sur la partie tech et services. Voilà pour cette rapide, on va dire, sur ce rapide portrait d'Israël, connu pour être la Startup Nation. Et je crois, Karen, que je vais te céder la parole pour la deuxième partie. Voilà, vas-y. Et à vos dispositions pour toute question ensuite. Merci Ariel. Alors bonjour à tous, je suis donc Karen Gordon, la chargée d'affaires Invest au bureau Business France de Tel Aviv. Et donc j'accompagne les projets d'investissement israéliens en France. Qu'il s'agisse de création de filiales ou de joint ventures ou même d'investissements financiers comme des M&A ou des participations à des levées de fonds d'investisseurs israéliens dans des sociétés françaises. Donc voilà, c'est un petit peu le périmètre de mon activité. Et donc, si tu veux bien charger la présentation, Jérémy, voilà, je vais donc vous présenter comment se financent les startups et les sociétés technologiques israéliennes afin donc de vous donner un aperçu global de cet écosystème hyper actif et hyper dynamique qu'on appelle la Startup Nation. Alors, je ne sais pas si on voit la présentation. C'est bon, on la voit. On la voit? D'accord, ok, super. Parce que je ne la vois pas, mais ce n'est pas grave. C'est toujours comme ça quand on parle, voilà. Ok, donc, alors, un investissement hors du commun. En effet, donc, premier pays au monde en nombre de startups par habitant, Israël héberge un écosystème de 9000 startups. Et quand je dis startups, je précise qu'en Israël, même les sociétés qui sont très matures, mais qui ont une forte activité technologique, vont être considérées comme des startups. Donc, merci de bien prendre en compte ce point-là. Donc, c'est un écosystème de 9000 startups et sociétés technologiques qui ont levé un montant record en 2021 de 25 milliards de dollars, ce qui est donc 2,5 fois plus élevé que le montant levé en 2020, qui était de 10,3 milliards de dollars. Environ une centaine de sociétés israéliennes qui sont donc largement tech sont aujourd'hui cotées sur les marchés boursiers américains, notamment le Nasdaq. Donc ça aussi, c'est un point important à prendre en compte. Et les exits, ce qui comprend à la fois les rachats, les M&A et les introductions en bourse, se sont élevés à 23,5 milliards de dollars en 2021, ce qui est donc plus du double du chiffre de 2020 qui approchait les 10 milliards de dollars. Donc, l'économie israélienne est fortement influencée et portée par l'industrie de la tech, puisque cette dernière, donc l'industrie de la tech, elle représente 43% des exportations et génère 15% du PIB. Vous voyez donc en illustration en bas de la slide que l'écosystème israélien il se caractérise par une densité unique de l'investissement en capital risque. Donc, c'est $1 100 par habitant en Israël. Soit 2,5 fois de plus qu'aux US. Et l'écart se creuse encore plus avec les principaux pays d'Europe. Slide suivante. Donc, un market lab international. Alors, Israël, c'est un vrai marché de laboratoire, mais c'est aussi des laboratoires qui font leur marché. Donc, je vous explique. Il y a environ 3000 accélérateurs, 200 fonds de capital risque et surtout plus de 350 centres de R&D qui appartiennent à des multinationales. Donc, avec près de 5% du PIB d'Israël qui est consacré à la R&D civile, ce qui est le pourcentage le plus élevé au monde, ces centres de R&D, donc on a dit à peu près 350 centres de R&D, contribuent à 40% de la dépense de R&D civile et emploient autant, voire plus de personnel R&D que l'ensemble des startups réunies. Donc, en fait, il faut comprendre que ces multinationales, elles représentent une grande partie de l'investissement dans les startups et ce, donc, tout au long du cycle de vie des startups. Pour résumer un petit peu le processus et c'est le mécanisme d'investissement, de nombreux corporates étrangers mènent dans le pays donc des programmes d'accélération, ce qui leur permet donc de détecter, de repérer assez en amont des technologies. Et puis ensuite, ces corporates prennent des participations
aux divers tours de table de ces startups qui sont généralement donc pilotées par des VC israéliens et régulièrement donc réalisent des rachats et des M&A d'entreprises israéliennes qui deviennent ensuite des centres de R&D de ces multinationales. Voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, en tout cas, on sera ravis de répondre à tout ça. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, les corporates étrangers jouent un rôle très important dans l'écosystème et ils entretiennent donc une relation très étroite avec les VC israéliens. Un autre point à observer, c'est aussi donc l'investissement privé et étranger, particulièrement donc l'investissement américain, est très abondant. Donc, effectivement, près de 90% des capitaux investis dans les startups israéliennes proviennent de l'étranger et les États-Unis représentent 80% du montant des M&A, sans compter donc plus de 100 entreprises israéliennes qui sont cotées au Nasdaq et au New York Stock Exchange. Ça, on l'a dit précédemment. Et si vous regardez toujours sur cette slide en dessous, donc vous pouvez voir l'illustration qui donc permet de voir les principaux centres de R&D de multinationales comme Intel, Cisco, Google, Salesforce, Microsoft, IBM, Amazon et j'en passe. Donc, en fait, c'est ces multinationales-là qui créent des laboratoires et qui font leur marché régulièrement donc, sur le hub israélien. Slide suivante. Donc, ce qu'on remarque également, c'est vraiment une montée en puissance des méga deals. Depuis quelques années, donc l'écosystème israélien gagne en maturité. Il y a aujourd'hui plus de 80 licornes et plus de la moitié des licornes en fait ont vu le jour en 2020 et 2021, pendant les années de crise. Les levées dépassant donc 100 millions de dollars ont représenté un total de 14 milliards de dollars en 2021. Okay. Donc, ça représente 75% du total des levées sur l'année. Et finalement, donc, les jeunes pousses ont dû réaliser beaucoup plus d'efforts et ont mis plus de temps à lever du seed money en 2020 et en 2021. Et les startups plus établies ont pu poursuivre leur croissance et leur financement et se sont confirmées, en tout cas dans leur positionnement sur des secteurs donc, où la transformation numérique est devenue indispensable. Donc, les secteurs clés, c'est vraiment la cybersécurité, la fintech et le troisième secteur qui a attiré également beaucoup d'investissements, c'est tout ce qui est IT, Enterprise IT et Data Infrastructure. Voilà. Slide suivante, Jérémy. Donc, le rayonnement à l'international. En fait, en bénéficiant de cette proximité aux multinationales étrangères, l'écosystème tech israélien a su attirer donc, les investisseurs étrangers en tout genre et à tout stade d'investissement. Et effectivement, dans divers secteurs, donc qu'il s'agisse de la cyber ou bien l'intelligence artificielle ou la fintech ou même encore la food tech, c'est vraiment les principaux pôles d'excellence du pays. Mais ce qu'on remarque également, donc, c'est que les VC israéliens ont un rôle vraiment à ne pas négliger dans l'accompagnement et le soutien de la croissance de leur portefeuille d'entreprise. Et ce qu'on aperçoit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, après de nombreux exits réussis, les VC israéliens ont gagné en appétence pour d'autres écosystèmes dans le monde et notamment en Europe. Donc, vous pouvez voir effectivement des deals récents qui ont eu lieu donc, ces derniers mois, ces dernières années. Je peux vous citer notamment donc, JVP, un des principaux VC en Israël, ou alors ArtCrowd, qui commence à réaliser donc, des investissements en Europe et en France en particulier. Vous voyez notamment JVP qui a mené le dernier round d'investissement dans une belle start-up d'agtech française, Syncrop. Mais on voit aussi donc, des sociétés tech plus matures qui se joignent à des sociétés innovantes françaises pour gagner en valeur ajoutée en fait, sur la scène globale. Et donc, là, des exemples un peu concrets récemment, c'est notamment donc, une entreprise Gauzy israélienne qui a racheté une société lyonnaise d'ailleurs, Vision System. Donc, l'entreprise israélienne est dans la nanotech
a racheté une société innovante française du côté de Lyon, qui s'appelle Vision System. Une autre acquisition récente, c'est aussi OpenWeb, l'israélien, qui a racheté donc une société dans la tech, Add You Like. Et donc, on sent effectivement cette effervescence de lien entre les deux écosystèmes, des complémentarités. Et c'est tous ces points-là, en fait, qu'on souhaiterait donc vous présenter concrètement lors de la prochaine mission. Donc, j'espère que je vous ai donné envie en disant pas trop non plus. Mais voilà, on attend de vous accueillir à Tel Aviv et je passe la main à ma collègue Delphine. Alors, bonjour à tous. Je suis Delphine Agiman. Je suis en charge, je suis conseillère export au bureau Business France de Tel Aviv, en charge du secteur tech et services. Même si je pense que vous l'avez compris, qu'au bureau de Tel Aviv, on fait tous un peu de tech. On est très orienté tech sur ce bureau. Donc, juste un mot peut-être pour me présenter. Ça fait à peu près 15 ans, un peu plus de 15 ans que je suis en Israël, à ce poste chez Business France depuis 5 ans. Et avant ça, j'ai commencé ma carrière chez Orange France, donc aussi un peu dans la tech. Ensuite, j'étais moi-même entrepreneur en Israël. Et puis, j'ai rejoint d'abord le service économique de l'ambassade de France, puis Business France. Voilà. Et pour ceux qui décideront, je l'espère, de nous accompagner à la mission organisée par Minalogic du mois de septembre, donc je serai en charge, bien sûr, de vous accueillir, de vous faire découvrir l'écosystème local et d'organiser vos rendez-vous d'affaires. Donc, afin que vous soyez un petit peu préparés à ce qui vous attend, on vous a présenté, on va vous préparer quelques éléments clés de l'écosystème, donc cet écosystème dont tout le monde parle, l'écosystème israélien de l'innovation. Donc, le premier, cet écosystème, il est en gros, il tient sur 5 très grands piliers. Donc, le premier pilier, on va partir du bas, c'est le bleu, celui dont Karen a bien parlé, c'est-à-dire celui du financement, des VC, c'est celui qui est le plus présent, disons, dans la presse, avec les levées de fonds records dont Karen vient de parler. Donc, on va tout de suite s'attaquer au deuxième pilier quand on part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, celui des startups, en essayant d'apporter des éléments qui sont un peu différents de ce qu'on voit dans la presse. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas énormément de temps, donc je vais vous donner quelques éléments clés pour vous aussi vous donner envie d'aller plus loin et d'en savoir un petit peu plus. Mais donc, comme on l'a dit, c'est aujourd'hui plus de 9000 sociétés technologiques start-up. C'est le plus grand nombre de start-up au mètre carré quand on parle d'Israël. Et puis, comme on le voit sur le graphe, il y a peut-être un chiffre qui est à mettre en avant et qui remet un petit peu les choses dans le contexte, c'est qu'on était à moins de 10% pendant des années des emplois des Israéliens qui étaient employés dans la tech, et là on monte vers 11 ou 12%, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup d'Israéliens qui ne sont pas dans la tech. Il y a encore une économie israélienne qui repose sur des fondamentaux aussi autres que la tech, mais que ça prend au fur et à mesure de l'ampleur sur l'emploi en général, et que au fur et à mesure, comme un peu partout dans le monde, on commence à manquer d'ingénieurs en Israël pour pouvoir en fait assumer toutes ces personnes toutes ces startups qui ont besoin d'ingénieurs et de techniciens. Donc, une des initiatives, par exemple, qui est lancée, c'est de former plus vite et dans des formations courtes les populations ultra-orthodoxes, les populations issues des minorités, pour leur apprendre à coder en leur faisant des programmes courts. Ça, c'est typiquement le genre de phénomène qui existe. Mais il y a aussi d'autres phénomènes dans les startups qu'on remarque quand on essaye de comprendre un petit peu ces modèles qui fonctionnent bien. C'est d'abord les modèles des serial entrepreneurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est très particulier à Israël. Il y a des gens qui vont lancer une première startup, qui vont en lancer une deuxième, une troisième, etc. Donc, on va se demander pourquoi. Et en fait, c'est parce que très souvent, ils ont compris un peu la recette miracle. En fait, il y a un petit code à comprendre qui est à quel moment on doit lever de l'argent en seed, en série A, il nous faut tant de partenaires, tant de clients, etc. Donc, quand ils l'ont compris, ils ont fait une première exit, ils vont retourner et continuer à lancer une prochaine entreprise avec cette recette.
Donc, si on reste sur les équipes aussi, ce qui fait un peu la particularité de ces équipes de start-up, c'est que très souvent, on les voit se déplacer en équipe, c'est les Dream Team, les équipes gagnantes. Et ça, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mal-être ou quoi que ce soit. Enfin, c'est la loi du business. Ce sont des équipes qui sont des équipes de techniciens d'une start-up qui peuvent se déplacer dans une autre start-up. Et idem pour les équipes de vente également. Un mot aussi sur les talents, qui sont aussi un peu le nerf de la guerre de toutes ces startups-là. Donc, les entreprises technologiques rivalisent un petit peu et essayent de donner des conditions de travail de plus en plus favorables à tous leurs talents. Et pour l'anecdote, ça arrive à un point où quelques startups en début d'année ont même affiché en 4x3 leurs employés pour vraiment les valoriser et essayer de les fidéliser. Donc, sur le point des équipes, on voit également un point très intéressant qui est que dans le fondement même des équipes de start-up, il y a très souvent deux cofondateurs, un fondateur qui va être technique et un fondateur qui va être business. Et ça, c'est une bonne transition pour le troisième pilier parce que le technique ou le scientifique va être très souvent issu d'un institut de recherche ou d'une université. Et donc, c'est le troisième pilier. Troisième pilier, donc c'est la face un peu moins visible de l'iceberg de la tech. On a 7 grandes universités en Israël, plus l'Institut des sciences de Weizmann. C'est un peu comme aux États-Unis où il y a un sentiment assez fort d'appartenance aux grandes universités. Les étudiants, d'abord, si vous venez en mission avec nous, vous verrez, on ira visiter notamment le Technion, où ce sont toujours des étudiants qui nous guident et qui nous parlent de leur expérience étudiante sur le campus, etc. Vous verrez à quel point ils sont fiers de leur université, ils se sentent vraiment pris dans une communauté. Donc ça reste après dans le milieu professionnel. Il y a énormément de professionnels qui restent très attachés donc, à leurs universités, qui continuent à faire du mentoring, à faire des dons, à promouvoir leur université à l'étranger, etc. Donc après, à l'intérieur des universités, ce qui est très intéressant de noter, c'est en fait la force des centres de transfert de technologie qui sont vraiment le pont qui relie le monde étudiant au monde de l'entrepreneuriat. Et toutes les inventions, les innovations qui sortent des laboratoires des universités sont vraiment traitées, négociées comme des petites entreprises, des petites startups. Là aussi, sans aucun complexe, sans séparation entre le monde scientifique et le monde du business, parce que c'est lié et c'est comme ce dont je vous parlais pour les équipes des startups, ça va de pair. En fait, c'est la combinaison qui est aussi une combinaison un peu gagnante pour accéder à l'investissement et après au succès dans la société. Alors, le quatrième pilier, c'est le gouvernement et la place des organismes gouvernementaux dans l'innovation israélienne. Donc, comme l'ont dit mes collègues avant, ça, c'est le quatrième pilier. On est sur une part du PIB qui est de 5,4% d'investissement en R&D. Et on est toujours sur une pente ascendante. On investit de plus en plus, le pays investit de plus en plus sur l'innovation à travers différents programmes. Donc, l'autorité de l'innovation, c'est un peu la main du gouvernement en matière d'innovation qui va en fait prendre des décisions clés, typiquement investir dans des programmes en périphérie. C'est de là qu'est né notamment tout ce qui est le pôle cyber de Beersheba. Ça a été une décision étatique de créer un pôle de cybersécurité à Beersheba et aujourd'hui on voit que c'est une réussite et qu'il y a vraiment un écosystème à part entière à Beersheba qui s'est construit entre une université, un centre de transfert de technologie justement, des multinationales qui ont mis leur centre cyber basé à Beersheba et des startups de cybersécurité qui se sont installées à Beersheba. Ce n'était pas du tout gagné. Beersheba, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le désert absolu. Il y a des panneaux où il y a écrit « Attention aux chameaux ». Donc, ce n'était vraiment pas du tout une évidence de mettre un centre cyber à cet endroit et pourtant, c'est le cas aujourd'hui.
Voilà, donc c'est aussi à travers l'autorité de l'innovation que vont être investis l'argent qui va dans les incubateurs officiels. Alors ça, c'est une bonne transition pour mon 5e pilier. Donc, le 5e pilier de cette innovation, c'est vraiment les incubateurs, les accélérateurs et les labs qui font vraiment partie de cet écosystème, et que là aussi, on aura la chance d'aller voir en Israël lors de votre mission. Donc, un petit focus sur les incubateurs, qui sont un modèle assez particulier en Israël. Donc, on a souvent tendance à un peu confondre accélérateur, innovation lab et accélérateur, etc. Donc, il y a un modèle qui est très clair pour les incubateurs israéliens. En fait, c'est le gouvernement israélien, donc à travers l'autorité de l'innovation, va identifier certaines des thématiques sur lesquelles il pense qu'il faut aider les startups débutantes à fort potentiel. Donc, par l'intermédiaire de l'autorité de l'innovation, ils vont lancer une sorte d'appel d'offres thématique. Donc, le dernier qui a été lancé et qui s'est fermé, c'est en février 2022, ont été gagnés 5 nouvelles licences d'incubation. Donc, il y a 5 nouveaux incubateurs israéliens qui sont nés de thématiques type santé, food tech, climat, space. Et ces incubateurs, en fait, fournissent une assistance, et ils soutiennent les startups dans leur phase vraiment initiale. Donc, ils sont portés par des sociétés de capital risque qui sont expérimentées, bien sûr, et qui doivent apporter une valeur ajoutée significative et un soutien aux entrepreneurs en herbe. Donc, donc ils ont gagné, mais en fait, en échange, qu'est-ce qu'ils ont ? Ces incubateurs qui sont vraiment officiels, les incubateurs officiels référencés auprès de l'autorité de l'innovation, ils gagnent donc une licence qui leur est attribuée pendant 5 ans d'abord, et puis après, ils peuvent la prolonger encore 3 ans. Et grâce à cette licence, donc ils peuvent opérer, d'abord, ils peuvent créer et ouvrir un centre de R&D qui est financé jusqu'à 1,5 million de dollars par l'autorité d'innovation. Donc, c'est un centre de R&D qui est dédié à la thématique sur laquelle ils se sont positionnés. Et puis, surtout, c'est que pour chaque dollar que l'incubateur va dépenser pour aider la start-up et la lancer ou investir à l'intérieur, l'autorité de l'innovation va mettre lui aussi $1. Donc, c'est 50-50 pour l'autorité de l'innovation et pour l'incubateur référencé officiellement. Voilà, donc ça, c'est pour le modèle des incubateurs qui est assez particulier et très novateur. Et ça aussi, on aura l'occasion d'en visiter en Israël. Ensuite, un mot sur les accélérateurs. Donc, les accélérateurs, il y a énormément de programmes qui existent, des programmes différents. Karen faisait aussi allusion au programme des gros corporates. Donc, ça, c'est un programme qui est vraiment un des plus efficaces. C'est souvent, effectivement, par le biais des accélérateurs corporate que se signent les très gros deals et qui ont lieu, et que les exits peuvent avoir lieu, et que les startups deviennent effectivement le premier pas du corporate dans le pays. Donc, pour donner un exemple, et c'est toujours un lieu très intéressant aussi à visiter, à aller voir, c'est l'exemple de The Builder. The Builder, c'est un accélérateur, c'est l'accélérateur officiel de Coca-Cola en Israël, mais pas que de Coca-Cola, aussi de Mercedes et de Walmart. Donc, comment ça fonctionne ? En gros, donc, le corporate donc là, pour le coup, c'est les corporates, c'est plusieurs corporates qui ont mandaté donc l'institution israélienne, The Builder, pour trouver une promotion de start-up qui va correspondre aux innovations du corporate. Mais ce ne sont pas les innovations, j'ai mis innovation second degré, on parle d'innovations qui ne vont pas être directement dans le cœur de métier propre de Coca-Cola, Walmart ou Mercedes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eux-mêmes, à Atlanta, Coca-Cola a son propre service de R&D qui travaille sur l'innovation du goût du produit ou du packaging. Enfin, toutes les innovations qui sont directement liées au cœur de métier ne vont pas être directement touchées et cherchées à ce moment-là. En revanche, celles qui sont au second degré, qui peuvent améliorer la production ou la rentabilité de l'entreprise,
vont être dans la ligne de mire de ces gros corporates. Donc, comment ça se passe? L'accélérateur va identifier en fait une promotion de start-up. Ils vont créer une promo. Ils vont demander au corporate de valider cette promotion, la promo de start-up. Et puis, ils vont en fait, l'accélérateur va travailler vraiment de façon très liée avec la business unit du corporate pour pouvoir pousser, mais vraiment pousser de l'intérieur la start-up dans les business units. Et en fait, en réalité, ce sont très souvent des programmes de 6 à 10 mois. Après, ça peut être, il y a des programmes variables, il y a des accélérateurs qui hébergent les sociétés dans leurs locaux, ou qui ne les hébergent pas. Ça dépend. Mais le trait commun, c'est ce côté très pushy à l'intérieur même des corporates pour travailler vraiment en profondeur et faire se réunir ces deux entités qui n'ont pas du tout le même calendrier. Comme vous le savez, les gros corporates, ils ont leur calendrier, les startups, ça doit aller très vite. C'est le propre de la startup. Un autre exemple d'accélérateur qui est intéressant et surtout pour vous du pôle Minalogie, parce que c'est c'est une des sociétés qui est dans votre pôle, c'est le ST Up, l'accélérateur de ST Microélectronique, donc qui s'est lancé avant tout à Tel Aviv, avant de pouvoir de se lancer ailleurs dans le monde, et qui a rencontré ici un grand succès. Ensuite, donc un dernier mot sur les labs, les Innovation Labs. Donc, l'idée des Innovation Labs, c'est en fait de créer un endroit propice aux pilotes. Alors, un des meilleurs exemples, et c'est un exemple français, donc je ne vais pas m'en priver, c'est le lab de Renault Nissan Mitsubishi, donc qui a créé à Tel Aviv un lieu avec un pool de véhicules pour pouvoir tester en temps réel, faire des pilotes en temps réel avec les startups de mobilité israéliennes, d'essayer d'implanter les technologies directement dans les véhicules, dans le parc de véhicules, et de regarder, de tester en temps réel et de ne pas attendre en fait que les startups puissent signer un premier pilote avec Renault qui devrait demander aux business units d'essayer de tester, etc. C'est un peu aller plus vite en temps réel, dans des conditions réelles, de voir ce que ça donne sur les véhicules. Et là, du coup, d'absorber ou pas, d'investir ou pas, ou d'avancer ou pas avec une startup. Voilà, donc c'était un petit peu le panorama très rapide de la tech, avec les modèles un petit peu particuliers à retenir. Donc j'espère vous avoir donné quelques clés de lecture de cet écosystème. Il y a aussi quelque chose, bien sûr, que je ne peux pas mettre dans des slides, c'est l'énergie qui émane de ce pays, de ses habitants. Mais ça, vous vous en rendrez compte quand vous viendrez dès votre premier rendez-vous en Israël et quand vous rencontrerez les gens en vrai et que vous pourrez échanger avec eux. Voilà, donc là, je repasse la parole à... Merci beaucoup à vous trois. Avant de passer aux questions et aux détails de la mission, on a pensé que c'était intéressant d'échanger brièvement avec une entreprise qui est implantée en Israël, qui a fait le choix de s'implanter en Israël. Je ne sais pas, Bastien, si tu es en ligne. Pardon, oui. Bonjour. Pas de souci. Tu peux nous présenter très brièvement Defacto déjà, l'activité de Defacto? Oui, alors attendez, je vais mettre ma caméra aussi. Hop là, bonjour. Donc oui, donc moi je suis Bastien Gratréau, je suis responsable projet et communication au sein de Defacto Technologies. Defacto, nous on est une société EDA, donc Electronic Design Automation. On est établi depuis 2003 et ce qu'on fait, c'est qu'on développe et on commercialise des logiciels pour assister dans la conception de circuits intégrés. Donc aujourd'hui, on travaille avec les plus grands noms des sociétés semi-conducteurs. La plupart, on les compte comme utilisateurs. Et aujourd'hui, on est basé à Grenoble, dans la Silicon Valley, et on a une représentation internationale dans tous les pays, enfin les territoires où on fait justement ce circuit intégré, c'est-à-dire la Corée, Taïwan, l'Inde et justement Israël. Et qu'est-ce qui vous a décidé à vous implanter déjà, ça remonte à quand? Et qu'est-ce qui vous a décidé à vous implanter, à vous intéresser à Israël? Et surtout, ce qui peut aider les gens qui sont dans le webinaire, qu'est-ce qui a fait que vous avez réellement pris la décision?
Alors, déjà, on est implanté aujourd'hui depuis 6 ou 7 ans. Au début, c'était à travers un représentant local. Aujourd'hui, on le fait en direct. Et ce qui nous a poussé je dirais, à aller vers ce territoire, c'est justement son marché. Comme ça a été dit dans les présentations juste avant, nous, on travaillait avec des grandes sociétés de semi-conducteurs et ils ont tous un ou plusieurs gros centres R&D là-bas. Donc, en fait, la décision de s'implanter sur ce territoire, ça a été plutôt simple parce qu'on avait déjà des contacts aux US, un peu partout dans le monde, qui avaient eux-mêmes des contacts en Israël et on a été même tout de suite mis en contact avec les bonnes personnes. Et donc, du coup, au début, plutôt par un distributeur, maintenant implantation en propre. Vous avez combien de personnes sur Israël? Alors, concrètement, en Israël, on a personne en fait. On avait notre distributeur qui avait plus un rôle commercial, qui avait un rôle de suivi. Il nous a aidé beaucoup au début à chercher des nouveaux contacts, à garder le lien avec les contacts qu'on avait aussi là-bas. Après, aujourd'hui, c'est un pays où on n'a pas beaucoup de décalage horaire. Donc, on peut travailler très facilement en temps réel avec nos interlocuteurs. Même si les week-ends sont en décalé, on a quand même une grosse plage où on peut travailler en collaboration avec nos contacts là-bas. Donc voilà, après, ce qu'on fait, on voyage 1, 2, 3 fois par an. Il y a nos experts qui vont rendre visite à nos clients sur place. Encore une fois, c'est pas très très loin. Comme on travaille nous avec les États-Unis, c'est vrai qu'Israël, c'est juste à côté pour nous. Et justement, moi, j'y étais il y a 15 jours, où j'y suis allé avec un de nos ingénieurs d'application, où on a fait un peu le tour de nos clients, que ce soit à Tel Aviv, Haïfa ou Jérusalem. D'accord. Et du coup, si c'était à refaire, vous le referiez? Vous referiez des choses différemment? J'imagine que si ça fait 6-7 ans que vous y êtes, Oui. c'est que vous en avez quand même retiré quelque chose. Oui, alors vous auriez arrêté? c'est sûr. Alors oui, ce qu'on en a retiré, en fait, déjà, on a un peu renforcé le lien avec nos clients qui étaient américains, qui étaient basés en Israël, où on a pu créer une autre proximité avec des autres équipes. Donc ça, c'était vraiment bien. Et après, comme ça a été dit aussi avant, il y a une énorme dynamique avec ce territoire et il y a une création de start-up énorme. Donc, on a toujours des nouveaux contacts pour des nouvelles collaborations. Et on retrouve aussi souvent des gens qui passent d'une société à l'autre, qui viennent nous recontacter dans la nouvelle société. Donc, on va dire que la dynamique, elle est maintenant implantée et plutôt positive. Donc, personnellement, je trouve qu'on a fait notre implantation, elle est plutôt réussie, que ce soit de passer au début avec un distributeur pour faciliter un peu les contacts. Et maintenant, on a décidé qu'on pouvait le faire en autonomie, mais plutôt réussi. Okay. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions pour Bastien ou effectivement pour Business France. Kate, je vais te donner la main pour présenter un peu plus les détails de la mission, si tu le veux bien. Ça marche. Je vais essayer de partager les bons slides et mettre mon caméra à moi. Bonjour à tous. Kate Margat, je suis en charge des actions internationales au sein du pôle Minalogic. J'espère que vous voyez mieux que moi mon slide parce que pour chez moi c'est un peu petit. Donc, mais toutes les informations sont de toute façon sur notre site web et du coup je vais également vous envoyer les informations par la suite avec le replay et les slides aussi. Donc, l'idée de cette mission en Israël, c'est que ce soit une mission collective. Donc, l'idée étant de rassembler l'écosystème, donc Auvergne-Rhône-Alpin, et du coup de la mettre en contact avec l'écosystème israélien pour une mission de découverte. Donc, l'idée étant de présenter notre écosystème à nous, à l'écosystème israélien, et du coup d'explorer ensemble les opportunités de collaboration pour de l'R&D, ainsi que les opportunités de business. Donc, comme vous avez compris, cette mission est axée intelligence artificielle.
Mais du coup, c'est pour ça qu'on a notre cher pilote Philippe qui vous accompagne sur ces aspects-là. Et du coup, on a travaillé avec Business France pour monter un programme plutôt intéressant. Donc là, on a la squelette du programme qui se construit avec en effet les visites des laboratoires, les visites des incubateurs, les rencontres avec les startups et les grands comptes, et également toute une journée B2B dédiée et du coup qualifiée pour vous et vos besoins. Donc cette mission a vocation d'évoluer en fonction des inscrits à la mission. Donc, vous pouvez tout à fait pousser les choses que vous souhaitez voir, faire sur place. Donc, l'idée étant qu'on fasse une mission qui est utile pour vous, nos adhérents et les acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est surtout ça le but, qu'on finit avec des vraies rencontres, des vraies ouvertures de portes pour explorer des opportunités ensemble. Donc, cette mission déroule sur 4 jours. Donc, on prévoit une arrivée le 18 septembre. Donc, et du coup, 4 jours de mission sur place avec, comme je dis, les visites, les rencontres et les rendez-vous, les événements de networking aussi en parallèle. Donc, vraiment pour tirer le maximum d'opportunités possibles sur place. Donc, la mission construit par Business France, on est un chouï moins de 4 000 € hors taxe pour participer à la mission qui couvre, comme je dis, les 4 jours de rendez-vous et d'événements sur place, ainsi que le transport sur place, donc le bus entre les différents sites. Alors, donc, ce qu'il faut pour vous, c'est que, bien sûr, les vols et les repas sur place sont payants. Pour les PME intéressés par cette mission et les outils jusqu'à 1000 personnes, la région Auvergne-Rhône-Alpes subventionne votre participation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 40% pris en charge pour la mission elle-même, donc 40% des 4 000 €, ainsi que 40% de votre vol et de votre séjour sur place. Et du coup, le séjour sur place, on est à une limite de 361 € par jour. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'on vous rembourse par la suite 40% de ces frais aussi. Ce qui est intéressant à noter aussi, et c'est pour ça que j'ai mis une petite case à côté, c'est que cette aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi cumulable avec le chèque relance export porté par l'État français et notamment par Business France, qui apporte 1 500 € d'aide aussi aux entreprises éligibles. Donc, ce sont des aides plutôt intéressantes qui vont nous permettre d'attaquer ce marché tous ensemble, on souhaite en tout cas. Donc, voilà, très rapidement, mais j'imagine que vous avez des questions. Donc, je vais... Merci beaucoup, Kate. Oui, effectivement, il y avait une première question concernant les grands comptes français qui étaient implantés en Israël. Donc, effectivement, Delphine a répondu. Donc, effectivement, il y en a beaucoup. Je pense que c'est difficile de toutes les citer. Il y a quelques exemples dans le chat. Donc, ST Micro, Schneider Electric, Forestia, 3DS. Donc, ça, c'est Dassault, Renault, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions en live ou dans le chat, comme vous préférez? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, Stéphane Cordova de Stay Tento. J'ai vu dans l'agenda qu'il y avait donc des rencontres avec des sociétés déjà décidées avant, comme Mobileye ou choses comme ça. Et après, est-ce qu'il y a la possibilité d'organiser pendant le meet-up ou à un autre moment des rendez-vous sur des compagnies qualifiées, des partenaires qualifiés qui seraient là-bas? C'est quel jour? C'est-à-dire, vous contactez à vous ou c'est... Ouais, des contacts qu'on pourrait nous identifier comme étant intéressants pour nous. Bien sûr, je vais laisser Delphine compléter. C'est Delphine qui monte la mission pour nous. Mais en effet, si vous voulez voir des personnes on-off, je ne sais pas si c'est ça votre question, ou si vous voulez inviter vos contacts aussi à la soirée de networking, avec grand plaisir. Oui, je te laisse compléter, Delphine. Je pense que la question, juste pour préciser la question telle que je la comprends, je pense qu'aussi Stéphane a peut-être besoin d'une aide pour identifier des contacts dans des entreprises qui souhaiteraient contacter. Alors, il y a peut-être, c'est possible. Après, il y a aussi le fait qu'on a déjà des contacts et qu'on aimerait pouvoir les rencontrer là-bas, soit par les voir en off ou les voir dans la soirée de networking, par exemple. Mais ouais. Du coup, j'ai bien répondu.
Oui. Bon, impeccable. Et j'ai coupé Delphine, désolé. Non, mais il n'y a aucun souci, vous avez tout dit. C'est justement l'objectif, c'est de pouvoir avoir cette dernière journée pour pouvoir en profiter pour rencontrer les gens ou que vous aviez déjà identifiés ou que je peux vous aider à identifier sur place. C'est vraiment l'idée d'avoir ce temps défini pour vous et vos B2B. Ça, c'est l'idée, c'était l'idée du programme. Ok. J'ai une question subsidiaire, les candidatures, la clôture des candidatures, c'est pour quand? C'est pas marqué, Kate? Mi-juillet, en Mi-juillet. principe. L'idée étant de pouvoir, quelle est la mission avant de partir en vacances? En fait, la difficulté qu'on a, hein, vous l'aurez compris, sur ces missions collectives, c'est le côté collectif. Donc effectivement, il faut qu'on ait quand même quelques personnes qui s'engagent à faire partie de la mission pour que effectivement on puisse mutualiser des coûts et on mobilise effectivement les subventions que Kate a mentionnées. Sachant que rien n'est inatteignable, hein, parce que le collectif, Kate, je parle sous ton contrôle, on le définit à partir de 5 personnes qui voyagent. Idéalement. Sachant que, en plus, on essaye de faire en sorte que la délégation comprenne également un certain nombre d'académiques qui pourraient être intéressés à initier des collaborations avec Israël autour de l'IA au sens large. Et donc, on a contacté donc les principaux de la région, c'est effectivement MIAI, donc le centre en intelligence artificielle, le CEA et l'INRIA. Donc, si effectivement, ils envoyaient déjà 1 ou 2 représentants dans cette mission-là, on n'aurait que 3-4 boîtes à trouver pour faire la mission. Xavier, je vois que tu as levé la main. Oui, bonjour, Xavier Basset, donc fondateur de Humano. On est une boîte d'IA basée à Lyon. Question un peu sur le format et les objectifs. Je trouve super chouette tous les enjeux, les visites prévues, etc. Peut-être la question que je pose moi à Business France qui est sur place, aux représentants de Business France sur place, est-ce qu'il y a une dynamique qui est on cherche en fait des partenaires et ça peut être des gens qui viennent de Auvergne-Rhône-Alpes et donc on va vous présenter à des programmes ou des instituts qui cherchent des types de collaboration parce que ça donnerait peut-être aussi pour nous quelque part un incentive de se dire on y va parce qu'il y a aussi une démarche de sourcing. En fait, là, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a un potentiel, il y a un écosystème de dingue, une bonne dynamique, beaucoup de financement, et donc ça donne carrément envie d'y aller. Mais ce que je me dis, c'est qu'on est un peu dans une démarche push, quoi. C'est-à-dire qu'on débarque avec nos valises, hein, on va avoir le béret, la baguette, coucou, c'est nous les Frenchies, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quelque part, ce qui pourrait aussi nous aider à motiver le collectif, c'est de se dire, il y a aussi une démarche potentiellement qui pourrait exister côté Israël pour dire, oui, en fait, voilà le programme qu'on a entre les mains, on cherche des boîtes dans l'IA, dans le semi-conducteur ou que sais-je, enfin des trucs qui seraient peut-être un peu thématiques ou qui peut un peu canaliser justement la recherche de boîtes du collectif Minalogique pour s'intéresser à ce voyage. Voilà, c'est un peu une question ouverte et intéressée pour moi, quoi. C'est une super question, Xavier. Je vais laisser Delphine répondre, mais je veux juste intervenir rapidement justement sur la partie Invest parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'on travaille main dans la main. L'export et l'invest, bon, c'est du jargon interne pour vous, mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est que moi, de mon côté, puisque mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les entreprises israéliennes qui ont une stratégie orientée vers la France. Donc, ça va nous permettre de coupler les informations et de recouper, en fait, au final, les infos et les contacts et de mieux les qualifier. Et donc, il y aura à la fois cette démarche export qui est bien sûr d'adresser, donc d'approcher les entreprises israéliennes avec vos solutions, vos projets et votre démarche. Mais il y aura aussi la possibilité d'aller et d'affiner un peu plus en allant vers les entreprises israéliennes qui ont aussi une démarche en direction de la France. Voilà, donc c'est pour ça, voilà, mais je te laisse, Delphine, peut-être rajouter quelques points là-dessus. En fait, il faut comprendre que nous, on part, parce que là, on met un peu la charrue, effectivement, avant les bœufs, puisqu'on ne sait pas de qui va être composée la délégation. Donc, on avance un peu à tâtons, mais c'est vrai que l'idée d'avoir votre cahier des charges, de savoir exactement ce que vous proposez, après, nous, on va regarder le marché israélien avec le prisme de votre société pour regarder en fonction de nos contacts, en fonction de ce qui se passe dans la presse, des appels d'offres, des recherches de partenaires et de toute la veille que fait Karen, effectivement, avec
au cœur vraiment de l'industrie et de la tech israélienne. On a régulièrement, on sait que les sociétés israéliennes dans tel domaine vont chercher une société dans tel secteur, etc. Mais c'est vrai que quelques mois avant, pour une délégation qui peut être assez généraliste pour l'instant, on ne sait pas vraiment, on n'a pas encore cette vision-là. Mais ça va s'affiner, et surtout quand on aura les participants. Là, on pourra vraiment aller plus loin dans la veille. Je me permets de compléter aussi parce que cette mission à la base vient du fait qu'avec Investing Grenoble aussi d'ailleurs, on a été contacté à plusieurs reprises par des différents acteurs basés en Israël, donc les incubateurs, les grands groupes qui étaient en recherche des technologies venant de notre écosystème. Et du coup, c'est là où on s'est dit en disant, du coup, peut-être il y a quelque chose à faire en amenant une délégation entière en Israël, en faisant ces collectifs, parce qu'on a été contacté à plusieurs reprises ailleurs, Mobileye, il y a le EIT accélérateur aussi qui nous a contactés. Donc, l'idée vraiment étant de capitaliser sur tous ces contacts qui ont été pris. Et donc, bien sûr, nous aussi, on va exploiter nos réseaux sur place pour essayer d'optimiser aussi les rencontres qui pourraient avoir lieu sur place pour vraiment tirer au maximum de cette mission. Donc, pour moi, c'était juste il y avait plusieurs petites signes qu'il y a peut-être quelque chose à faire et peut-être notre écosystème pourrait intéresser aussi ces acteurs israéliens. Donc, c'est pour ça qu'on avait commencé à explorer l'idée de cette mission avec Business France. Ok, c'est clair, merci. Du coup, ce que j'en vois, c'est qu'il faut aussi se dire, on peut dans une première étape se dire la démarche peut nous intéresser. Voilà ce que nous, en tant que boîte française, on serait amené à chercher. Et d'ici juillet, on échange, on affine, et en fonction de l'intérêt mutuel de se faire rencontrer ces écosystèmes-là, on coche la case, on y va, on n'y va pas. Ça peut être un mode de fonctionnement. Ça peut. Ok. On préfère bien sûr que tu signes tout de suite. Oui, je vais venir, mais je comprends aussi la démarche en disant il faut que je sois assurée que, en effet, les coches vont être casées. Donc, ça va être coché plutôt. Je t'ai compris, Kate. C'est clair, merci beaucoup. D'autres questions? Je regarde le chat, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose. Juste une précision, effectivement, on diffusera la vidéo, le replay de la vidéo, donc vous pourrez retrouver les infos et les supports. Et puis, effectivement, on joindra également les contacts côté Minalogic et Business France si vous voulez interagir avec nous, en fait. Donc, voilà. Bon. Si on n'a pas d'autres questions, je vous propose je vous souhaite un bon appétit. On a tenu le timing. On a tenu le timing, ce qui était un challenge vu le nombre d'informations. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie déjà tous nos intervenants. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette mission et au plaisir d'être avec vous en Israël en septembre prochain. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir.